Comment puis-je éviter le gain en capital après avoir vendu des actifs au Canada? Vous êtes sur Liberté Financière TV. Réaliser des gains significatifs tout en vendant vos actifs est toujours une expérience agréable. Mais payer une partie de ceux-ci à titre d'impôt sur les plus-values au gouvernement peut ne pas être aussi agréable pour tous, bien que l'impôt soit incontournable et nécessaire. Alors que certains d'entre nous ont tendance à utiliser des outils inhabituels pour éviter les impôts, d'autres finissent par payer plus qu'ils ne le devraient. Si vous pensez qu'il est possible de réduire, d'économiser ou de reporter le gain en capital, vous avez peut-être raison. Mais avant d'entrer dans les détails de ces stratégies, il est temps de réfléchir à nouveau et de vous demander quels moyens sont prévus par la loi pour optimiser votre fardeau fiscal sur les gains en capital. Avant de creuser et d'explorer les diverses façons de payer moins d'impôts sur vos gains en capital, introduisons brièvement la notion d'immobilisation. Qu'est-ce qu'une immobilisation? Un bien en immobilisation est un bien amortissable ou non, qui lors de sa disposition permet de réaliser un profit ou une plus-value qualifiée de gain en capital ou, en cas de perte en capital. Parmi les immobilisations se trouvent les bâtiments, l'équipement et la machinerie utilisés dans les entreprises sont des exemples d'immobilisation amortissable. Les terrains, les actions de société, les parts de fonds communs de placement, les obligations sont des immobilisations non amortissables. Cependant, les actifs commerciaux d'une entreprise comme les stocks, l'inventaire, l'encaisse, les comptes créditeurs notamment ne sont pas des immobilisations. En ce qui concerne les particuliers, plusieurs biens peuvent faire l'objet d'un gain en capital en cas de vente ou de disposition à l'instar d'un immeuble locatif, d'un terrain mais aussi des actions et même aujourd'hui des actifs numériques tels que les crypto-monnaies. Impôt sur le gain en capital. Lorsque vous vendez votre immobilisation pour une somme supérieure à son prix d'acquisition, vous faites un gain en capital et vous devez payer une partie de ce gain au gouvernement. Au Canada, la moitié de vos gains en capital sont imposables. Supposons que vous vendiez des actions d'une société à 300 $ dont le prix d'acquisition était de 100 $. Ici, vous avez fait un gain de 200 $ et la moitié de celui-ci sera imposable, c'est-à-dire 100 $. Vous devez le déclarer dans votre déclaration de revenus. Discutons maintenant de diverses stratégies pour minimiser l'impôt sur les gains en capital. Stratégie numéro 1, contribution au REER. Supposons que vous ayez réalisé des gains en capital importants en un an. Si vous versez ces gains à votre REER, régime enregistré d'épargne retraite, vous pouvez reporter le paiement de l'impôt. Vos cotisations REER sont déductibles d'impôt. Les gains que vous faites à l'intérieur de votre compte REER ne sont pas imposables, mais ils seront imposés lorsque vous retirez des fonds de ce compte. Le taux d'imposition dépend du montant que vous retirez et de votre lieu de résidence. Les tarifs pour le Canada et le Québec sont environ les suivants, pour faire simple, 10% 5% au Québec, sur les montants jusqu'à 5 000 $, 20% 10% au Québec, sur les montants supérieurs à 5 000 $ jusqu'à 15 000 $, 30% 15% au Québec, sur les montants supérieurs à 15 000 $. Cette stratégie fonctionne bien lorsque vous disposez d'une importante marge de cotisation à un REER inutilisé des années précédentes. Le REER vous permet de reporter le paiement de l'impôt jusqu'à votre retraite. Stratégie numéro 2, contribution au CELI. Un Canadien de 18 ans ou plus et qui possède un AS numéro d'assurance sociale peut investir dans un compte d'épargne libre d'impôt ou un CELI. Vous devez noter que vos cotisations au CELI ne sont pas déductibles d'impôt aux fins de l'impôt sur le revenu. Mais tous vos retraits, vos cotisations ainsi que les gains d'un compte CELI sont libres d'impôt. Il y a une limite supérieure pour la contribution dans ces comptes libres d'impôt. Pour 2021, le plafond supérieur est de 6 000 $. Si vous faites une cotisation de trop à votre CELI, une pénalité vous sera facturée, qui sera de 1% par mois sur la cotisation excessive. Si vous retirez de l'argent de votre CELI, il en résulte une augmentation de la marge de cotisation inutilisée, mais cette augmentation n'entrera en vigueur qu'au cours de la prochaine année civile. Par conséquent, avant de réinvestir le fonds, vous devriez vérifier la plage de cotisation disponible. S'il y a une marge de cotisation inutilisée au cours d'une année, elle sera reportée indéfiniment. Stratégie numéro 3, contribution tout respi. Le régime enregistré d'épargne études ou REER vous permet de garder de côté une somme pour les études postsecondaires de votre enfant.
Vos contributions au RI ne sont pas déductibles d'impôts, mais votre épargne augmentera en tant qu'investissement libre d'impôts à l'aide de prêts et de subventions des gouvernements fédéraux et provinciaux. La contribution gouvernementale se situe entre 20 et 40% de la cotisation annuelle, selon le revenu de votre famille. Les retraits de ces comptes doivent être utilisés pour l'enseignement supérieur du bénéficiaire désigné et ils doivent payer de l'impôt pour les retraits. Si votre enfant est un étudiant avec un revenu maigre, le taux d'imposition sera minime. Un compte RESPI n'est valide que pour 35 ans et il n'y a pas de clause de cotisation annuelle minimale ou maximale pour ce compte. Cependant, il existe une limite supérieure à vie de 50 000 $ pour ce régime. Stratégie numéro 4, ajustez vos pertes en capital avec des gains. Vous pouvez compenser vos pertes en capital avec les gains que vous avez réalisés au cours de la même année, ou vous pouvez les reporter vers l'avant ou vers l'arrière selon votre convenance. L'ARC vous permet de reporter indéfiniment vos pertes en capital. Vous pouvez même reprendre ces pertes jusqu'à 3 ans en arrière pour les compenser par les gains en capital que vous avez réalisés au cours de ces années et demander un remboursement d'impôts. Nous avons créé une vidéo détaillée sur les pertes en capital. Stratégie numéro 5, verser des actions à des œuvres de bienfaisance. Au lieu de verser de l'argent à un organisme de bienfaisance, faites don d'actions négociées en bourse pour réduire votre fardeau fiscal sur les gains en capital. Outre les actions, vous pouvez également offrir des obligations et des parts de fonds communs de placement. L'exemple suivant explique la différence entre donner des actions et donner de l'argent après avoir vendu des actions. Vous pouviez voir la différence et ce qui se passe lorsque vous vendez des actions et donnez de l'argent, et lorsque vous ne donnez que des actions, et nous pouvions également voir la différence. Maintenant, vous ne pourriez pas apprécier ce résultat si votre don est faible, mais pensez-y quand il s'agit d'un montant d'argent constant. Et même ainsi, essayez de garder dans votre poche quelques centaines de dollars qui valent encore quelque chose. Stratégie numéro 6, vente avec solde de prix de vente. Conformément aux règles établies par l'ARC, vous devez déclarer les gains en capital au cours de la même année que la disposition. Supposons que vous vendez une immobilisation, mais que vous ne recevez pas la totalité du produit au cours de la même année. Dans ce cas, vous pouvez réclamer une provision pour capital. Cette provision vous permet de déclarer vos gains en capital en petites portions au fur et à mesure que vous recevez les paiements. En tant que contribuable, vous pouvez demander une provision pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Mais ce délai peut être prolongé jusqu'à 10 ans dans certaines conditions. Supposons que vous faites don d'une immobilisation à un organisme de bienfaisance et que le don ne soit pas entièrement déductible d'impôts. Ici, vous pouvez utiliser la période de 10 ans. Si vous vendez des actions d'une société de petites entreprises admissibles, QSBC, à votre enfant ou petit-enfant, l'ARC vous permet d'avoir la période de 10 ans. Stratégie numéro 7, réclamer des frais de transaction. Les Canadiens peuvent acheter et vendre des actions à l'extérieur de leur compte enregistré, mais ils doivent les divulguer dans leur déclaration de revenus. Comme pour vos comptes enregistrés, la moitié des gains de vos comptes non enregistrés seront imposables. L'ARC vous permet de compenser les pertes en capital réalisées dans un compte non enregistré avec vos gains. Lors de l'achat et de la vente d'actions, vous devez payer des frais de transaction à votre conseiller, courtier ou plateforme en ligne. Vous achetez des actions d'une valeur de 200 $. Après un certain temps, son prix s'apprécie à 300 $ et vous prévoyez de les vendre. Supposons que dans ce cas, lors de l'achat de ces actions, vous avez payé des frais de transaction de 10 $. En outre, au moment de l'échange ou de la vente, vous devrez payer encore des frais de transaction de 10 $ supplémentaires. Dans l'hypothèque où vous prenez le service d'un conseiller, ce dernier peut également facturer ses honoraires trimestriels ou annuels. L'ARC vous permet de réclamer tous ces frais lorsque vous produisez la déclaration de revenus, ce qui est appelé dépenses et dépenses. Il vous aide à réduire votre fardeau fiscal. Dans l'exemple ci-dessus, le calcul de vos gains en capital seront réduits des dépenses effectuées autour des transactions et du prix payé pour acquérir ces actions. Gain en capital est égal à prix de vente moins dépenses moins base de coûts ajustés. Équivaut à 300 $ moins 10 $ moins la somme de 200 $ plus 10 $, ce qui signifie 300 $ moins 220 $ équivaut à 80 $. Et la moitié de vos gains en capital seront imposables. Ici, le montant peut sembler petit car ce n'est qu'un exemple. Mais dans la vraie vie, lorsque vous achetez et vendez de gros volumes d'actions, l'impact sera important.
Stratégie numéro 8, exonération des gains en capital à vie. Les contribuables canadiens peuvent obtenir une exemption des gains en capital à vie cumulative sur la disposition de biens canadiens admissibles. Cependant, il y a un plafond à cette exemption, et en 2021, le plafond s'élève à 892 218 $. Ce montant limite supérieur est indexé annuellement pour correspondre au taux d'inflation officiel. Cette exemption des gains en capital à vie est de nature cumulative. Vous pouvez demander l'exemption plusieurs fois jusqu'à ce que vous atteigniez la limite. Les propriétés suivantes peuvent se qualifier pour obtenir une exonération fiscale dans cette catégorie: actions qualifiées de petites sociétés d'entreprise. Il s'agit d'actions de sociétés privées actives appartenant à des Canadiens. Les actions et parts de fonds communs de placement cotés en bourse ne sont pas admissibles à cette exemption. Propriétés agricoles et de pêche qualifiées. Il comprend les éléments suivants: les parts du capital action d'une ferme familiale ou d'une société de pêche qu'un contribuable canadien, son conjoint ou conjointe fait possède. Investissement dans une ferme familiale ou une société de pêche qu'un contribuable canadien, son conjoint ou conjointe fait a. Biens immobiliers tels que biens immobiliers, bateaux de pêche, etc., quotas de lait et d'œufs ou permis de pêche. Stratégie numéro 9, roulement à impôt différé. Supposons qu'une entreprise en acquiert une autre. Dans le cadre de cette transaction, l'acquéreur permet aux actionnaires de la société ciblée d'échanger tout ou partie de leurs actions contre les actions de l'acquéreur. Il aide les contribuables à reporter l'impôt sur les gains accumulés sur les actions de l'ancienne société en déposant le formulaire de choix fiscal nécessaire avant la date limite. Ce roulement à impôt différé est habituellement offert dans les entreprises canadiennes et rarement dans les échanges transfrontaliers. Nous ferons des vidéos entières sur la planification et les stratégies fiscales transfrontalières à garder au courant. Stratégie numéro 10, planifiez vos transactions. Quand il s'agit de planification fiscale, faire un peu de devoir est logique. De cette façon, vous pouvez économiser de l'argent. Supposons que vous possédez un immeuble locatif ou un terrain dont le prix s'est apprécié de manière significative depuis son achat. Si vous n'êtes pas pressé de rentrer en possession de votre argent, vous pouvez planifier sa vente et la faire durant l'année civile qui suit. Par exemple, si vous les vendez au cours des 2 premiers mois de l'année civile, vous aurez probablement suffisamment de temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin d'avril de l'année suivante, pour déterminer et prévoir votre situation fiscale. Par exemple, vous prévoyez de vendre une immobilisation en février 2022. Dans ce cas, vous avez jusqu'en avril 2023 pour planifier vos économies d'impôts. Les stratégies susmentionnées sont largement utilisées au Canada et au Québec et peuvent être utiles pour vous. Gardez cependant à l'esprit qu'il s'agit ici d'un résumé aux fins d'informations qui ne prétend nullement à l'exhaustivité et qu'il existe bien d'autres outils et détails légaux. En outre, la mise en application doit prendre en compte la particularité de votre situation et requiert donc l'intervention d'un expert. N'hésitez donc pas à contacter un professionnel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Faites-nous savoir si vous avez des questions concernant les économies d'impôts. N'oubliez même pas de commenter vos réflexions sur ce sujet et la vidéo. Cela nous aide à développer notre chaîne. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de regarder nos vidéos sur l'exonération des gains en capital sur la résidence principale. Pour des vidéos comme celle-ci et bien d'autres, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À très bientôt!